the last eagle flies over the last crumbling mountain, and the last lion roars at the last dusty fountain. In the shadow of the forest, though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn. J'ai jamais été très doué pour dessiner les licornes. Bonne année 2019 à tous. Voilà, les fêtes de fin d'année sont terminées et on s'apprête à passer de longs mois dans la déprime hivernale. C'est pour moi le moment idéal pour aborder un thème justement qui est propice à cette période. Un thème qui nous emmène dans la rêverie et dans l'imaginaire. Je veux bien sûr parler de l'animation. Quant au choix du film à traiter, il s'est fait tout à fait naturellement. Je suis parti sur un de mes premiers souvenirs cinématographiques. Je veux parler de La Dernière Licorne. Quand je repense à mon enfance et à mes premiers souvenirs de séances cinématographiques, c'est à ce film-là que je pense. C'est une œuvre qui m'a accompagné durant toutes les étapes de ma vie et que j'ai toujours redécouvert à chaque visionnage. Que ce soit de la rêverie ou de la découverte sociologique, il m'a chaque fois surpris. S'il est passé plutôt inaperçu lors de sa sortie en salle, le film de Jules Bass et Arthur Hacking Jr. est devenu culte au cours des années. Nous allons découvrir pourquoi au cours de cette vidéo. Mais avant toute chose, que nous raconte La Dernière Licorne ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, il s'agit d'une adaptation très fidèle du roman éponyme de Peter S. Beagle. L'histoire est celle d'une licorne vivant seule dans sa forêt. Un jour, elle surprend une conversation entre deux chasseurs et comprend qu'elle pourrait bien être la dernière de son espèce. Elle va partir alors en quête de ses semblables. Un voyage initiatique rempli de péripéties, de créatures fantastiques et de magie. Mais plus que de chercher les siennes, c'est à la rencontre des hommes qu'elle va partir. Elle découvrira leurs forces et leurs faiblesses. Et surtout, leurs sentiments qui lui étaient jusque-là inconnus. Au vu du résumé, on découvre les deux axes qui font de The Last Unicorn un film atypique. Son imagerie foisonnante et ses thématiques très adultes, à la limite de la sociologie. Pour aborder le premier point, il va falloir être un peu technique et parler de l'animation. Pour parler de celle-ci, je dois avant tout revenir aux origines du projet et la nature bien particulière de celui-ci. Le studio Rankin Bass n'est clairement pas connu pour la qualité de ses œuvres, dont les plus connues à l'époque étaient les adaptations télévisuelles du Hobbit et du Retour du Roi. La Dernière Licorne est probablement le seul chef-d'œuvre qu'ils ont produit. Mais c'est l'archétype de l'œuvre dont la réussite découle d'un alignement des planètes assez favorable. L'auteur du roman, Peter S. Beagle, a toujours vu dans son livre un grand potentiel pour être adapté en film d'animation. C'est un amoureux de la fantasy qui a toujours eu un vrai intérêt pour le cinéma. Il est d'ailleurs l'auteur de l'adaptation animée du Seigneur des Anneaux de 1978 par Hal Baski. On peut évidemment émettre de nombreuses critiques à l'encontre de ce film. Mais le travail de Beagle, qui consistait à adapter la moitié de la trilogie de Tolkien dans un film de 2 heures, reste quand même assez remarquable. Cette première incursion dans le milieu de l'animation va le pousser à accepter de voir son roman adapté à l'écran. À l'époque, beaucoup de studios veulent se positionner dans le domaine de la fantasy. Conan a cartonné, et surtout, tout le monde sait que Disney travaille sur un gros projet de dessin animé de fantasy. Si au final l'essai ne sera pas transformé et donnera Taram et le chaudron magique, un des plus gros échecs commerciaux du studio, son développement a participé à la genèse de La Dernière Licorne. De nombreux studios veulent surfer sur la vague et c'est ainsi que Rankin et Bass se lancent dans l'aventure. Le passif peu glorieux du studio n'emballe pas Beagle à la base, mais devant l'enthousiasme des deux animateurs et surtout le grand respect qu'ils ont vis-à-vis de son œuvre, il accepte de leur laisser son bébé et s'attaque lui-même à l'écriture du scénario. Il faut dire que les deux amis ont une sacrée corde à leur arc et une idée particulièrement novatrice pour permettre à un petit studio comme le leur d'offrir une œuvre ambitieuse. Ils décident de faire de La Dernière Licorne une coproduction américano-japonaise.
Même si elle est relativement méprisée à l'époque, l'animation asiatique est pourtant déjà au top. Au contraire de beaucoup de leurs collègues, Jules Bass et Arthur Racking en sont bien conscients. Ils décident de confier l'animation de leur film à Topcraft. Si comme ça le nom ne vous dit pas grand chose, il s'agit pourtant d'un des studios les plus importants dans l'histoire de l'animation japonaise. Juste après avoir travaillé sur La Dernière Licorne, le studio sera engagé par Hayao Miyazaki sur Nausicaa la vallée du vent. La collaboration avec le roi de l'animation japonaise continuera étant donné qu'après sa faillite, quelques années plus tard, la majorité des animateurs de Topcraft rejoindront le studio Ghibli. En réalité, la grande force graphique de cette collaboration américano-asiatique est plus à chercher au niveau du design des personnages. Nous avons d'un côté les créatures mythologiques, qui sont toutes superbes, les monstres, que ce soit les gentils comme la licorne ou les méchants comme le taureau de feu, sont tous splendides. On y retrouve un concept qu'on pourrait qualifier de la beauté de la laideur. La harpie, par exemple, est monstrueuse et à la fois superbe. On ressent pour elle ce type de sentiment que l'on ressent par exemple pour Darkness dans Légende. Nous sommes à la fois attirés et dégoûtés par elle. Créer ce type de design est particulièrement complexe. A l'opposé, les personnages humains sont tous laids. Contrairement aux monstres dont les traits sont très fins, les leurs sont volontairement grossiers. Gros nez, grandes oreilles, taille inappropriée. Aucun n'est attirant. Même le prince charmant est trop grand, trop maigre et mal proportionné. Le seul personnage qui fait exception à la règle est la dame Amalthea. Et c'est logique. Il ne s'agit pas vraiment d'un être humain, mais de la forme que prend la licorne pour se fondre parmi les hommes. Elle représente donc la perfection de cette créature mythologique. C'est un exemple typique de l'animation qui rejoint la thématique de l'œuvre. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les créatures, mais également les environnements, nous ramènent directement à une imagerie typiquement européenne et renforcent ce côté multiculturel de l'œuvre. La fantasy développée dans le film est très moyenâgeuse et s'écarte d'une vision trop clinquante pour mettre en avant des environnements assez sales, pauvres et sombres. On est souvent plus proche de la chanson de geste que d'une imagerie de jeu de rôle style Donjons et Dragons. Un des exemples les plus typiques de ce métissage est l'incroyable générique d'ouverture. Dans celui-ci, des tapisseries médiévales prennent vie sur un fond sonore d'une chanson du groupe America. Les tapisseries sont en réalité des reproductions animées de la chasse à la licorne. Il s'agit d'un ensemble de 7 œuvres datant de la fin du Moyen-Âge et qui ont marqué l'arrivée de la Renaissance en France. Réalisées entre 1995 et 1505, elles représentent la chasse d'un écuyer qui poursuit et finit par attraper une licorne. On pourrait bien entendu mettre en parallèle la thématique de ces tapisseries et celle du film. Elles mettent en effet toutes deux en avant la cupidité de l'homme qui n'hésite pas à chasser l'imaginaire et la rêverie pour chercher à les changer en bonheur matériel. Mais c'est plutôt l'aspect artistique de la mise en scène qui nous intéresse dans ce cas précis. Nous nous retrouvons donc avec une œuvre d'art européenne, propre à la culture et l'histoire de ce continent, transposée dans un dessin animé américain, animé par des Japonais, avec en fond sonore un morceau musical typiquement américain. And would lead the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive. I'm alive. Alors sur papier, ce mélange peut paraître un peu indigeste, mais à l'écran, c'est juste splendide. En parlant de musique justement, il est important de s'arrêter une minute sur l'OST très intéressante du film. À l'époque, les standards des films d'animation étaient les chansons narratives, interprétées par les personnages eux-mêmes, à la manière de comédie musicale. Jimmy Webb, qui s'occupe de la soundtrack, va garder plus ou moins cette idée en composant 5 chansons originales. Là où il s'écarte des productions Disney, c'est que pour 3 d'entre elles, il va créer de vrais morceaux de pop mélancolique, chantés par un vrai groupe de rock, et non par les personnages du film. C'est l'excellent groupe de folk rock américano-britannique America qui est choisi pour les interpréter. Ces 3 morceaux sont juste superbes, ce qui n'est pas forcément le cas de 2 autres. Non pas que les arrangements de Jimmy Webb soient plus mauvais, le souci vient plutôt des interprètes. Le casting vocal du film avait vraiment de la gueule, avec Mia Farrow, Jeff Bridges, Christopher Lee, Angela Lansbury et Alan Arkin. Le souci, c'est qu'on peut être un très bon comédien, et pas forcément un excellent chanteur. Et c'est exactement le problème rencontré par Mia Farrow et Jeff Bridges. En tant qu'interprète des 2 personnages principaux, on leur demande de chanter 2 morceaux pour le film. Le résultat n'est pas forcément harmonieux et ne fait pas forcément partie des meilleurs moments du métrage. And I tried to write a symphony
but I lost the melody. Alas, I only finish, and finish I suppose I never made. Anyway, I love you. That's all I have to tell you. That's all I've got to say. That's all I've got to say. That's all I've got to say. Malgré toutes ses ambitions techniques, le film est passé totalement inaperçu lors de sa sortie en salle. Le film va rencontrer un tel bide aux États-Unis que la sortie européenne va être annulée. Il faudra attendre 3 ans et 1985 pour qu'un distributeur accepte de se lancer dans l'aventure en France. Mais là aussi, l'échec va être au rendez-vous. Les critiques se focaliseront principalement sur le partenariat américano-japonais, contre nature à leurs yeux. Il faut dire qu'à l'époque, même si Ségolène Royal n'a pas encore commencé sa croisade ridicule, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. les voix commencent à se lever contre les mangas. À l'époque, j'ai vraiment l'impression qu'une majorité des critiques sont passées complètement à côté du film et surtout de son propos. Je pense qu'en Europe, tout comme aux États-Unis, nous étions encore bloqués dans une espèce de carcan qui voulait que les dessins animés pour enfants ne devaient pas proposer un degré de lecture uniquement accessible aux adultes. Une idée préconçue qui n'a jamais été une limite artistique en Asie. En ce sens, La Dernière Licorne est un pionnier, et il déstabiliserait certainement beaucoup moins la critique moderne. Car c'est clairement grâce à cette particularité que je n'hésiterai pas à qualifier La Dernière Licorne de chef-d'œuvre et de le passer parmi les plus grands films d'animation jamais réalisés. Impossible. Mais où étais-tu? Mais où étais-tu? Misérable! Mais où étais-tu? Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Mais je suis là maintenant. Et où étais-tu alors il y a 20 ans? Il y a 10 ans même? Où étais-tu quand j'étais fraîche? Quand j'étais une de ces demoiselles innocentes auxquelles tu rends toujours visite? Comment oses-tu? Comment oses-tu venir à moi maintenant? Maintenant que je suis ça? Car de quoi nous parle le film en filigrane? Que se passerait-il si nous rencontrions nos rêves d'enfants oubliés? Quelles conséquences aurait leur présence sur notre psyché adulte? Il s'agit d'un thème très intéressant qui peut devenir carrément passionnant quand les points de vue sont inversés. Que se passerait-il si un être mythologique et immortel se confrontait aux sentiments humains et mortels? La réponse donnée par le film est assez sombre et triste. Même enfant, la fin du film, que je n'arrivais pourtant pas vraiment à interpréter, me laissait face à un étrange sentiment. J'étais à la fois heureux grâce au happy end, mais il restait en moi une espèce de mélancolie, et je restais continuellement entre deux eaux. Pour devoir aborder plus en profondeur ce degré de lecture, je vais devoir spoiler un peu. À mi-parcours, le film offre un gros twist. Smeldrick, l'ami magicien de la licorne, est obligé de donner forme humaine à celle-ci pour la sauver. Lorsque la licorne se réveille dans un corps humain, nous avons droit à une des scènes les plus magistrales et surtout un des plus beaux dialogues du film, où notre héroïne ne supporte pas son enveloppe mortelle. Jusque-là, nous nous intéressions surtout à ce que la licorne apportait aux hommes, et à Schmeldrick en particulier, à qui elle rend confiance et fait croire en la magie. À partir de là, tout va être remis en cause. Je peux la rechanger, ne t'inquiète pas, Ava, je peux la rechanger. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, oh non! Oh, je t'en prie, non! Mais tu comprends, je n'ai rien trouvé de mieux pour te sauver de lui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis une licorne. Je suis une licorne. Oh non! Oh non, tu te fais du mal. Ah, tais-toi! La magie savait bien ce qu'elle faisait. C'est seulement sous cette forme que tu as un petit espoir d'arriver chez Agar et de découvrir ce qu'il est advenu des autres licornes. J'aurais voulu que tu laisses le taureau de feu m'emporter.
J'aurais voulu que tu me laisses à la harpie. Je sens déjà ce corps mourir tout autour de moi. Si l'immortalité, c'est la grâce, le rêve et la magie, qu'est-ce que la mortalité? C'est une question hautement philosophique à laquelle la dernière licorne va apporter sa propre réponse. La mortalité qui l'entoure va faire en sorte que la licorne, devenue la dame Amalthea, va petit à petit oublier ce qu'elle est. Elle va découvrir des sentiments qui lui étaient inconnus, à tel point que l'immortalité va lui sembler bien futile par rapport à des sentiments que sa condition lui avait toujours refusés jusque-là. Lors des dernières minutes du film, lorsqu'elle reprend sa forme un peu contre sa volonté, la licorne découvre un nouveau sentiment, celui qui fait de nous des hommes et qui est à l'origine de notre plus grande frustration, le regret. Le film se conclut sur la perte d'innocence d'un être céleste. La licorne sait qu'elle ne sera plus jamais comme ses sœurs qu'elle a libérées, et qu'elle nourrira pour l'éternité le regret d'avoir aimé et de ne plus jamais pouvoir aimer à nouveau. Alors vu comme ça, on pourrait évidemment se dire « Mon Dieu, mais c'est ultra déprimant cette fin !» Mais en réalité non, pas vraiment. C'est émouvant et mélancolique, mais ce n'est pas forcément triste. Car au final, la licorne remercie Schmeldrick pour ce cadeau qu'il lui a fait. Cela nous amène au célèbre adage d'Alfred Tennyson. Il vaut mieux avoir aimé et perdu ce qu'on aime que de n'avoir jamais connu l'amour. Voilà comment se conclut ce magnifique film qui reste un petit bijou perdu. J'ai pendant des années rêvé à ce qu'aurait pu donner une adaptation live du roman. Et celle-ci a bien failli voir le jour au début des années 2000. Suite au succès du Seigneur des Anneaux, nous avons eu des tonnes de projets d'adaptation de romans d'Heroic Fantasy. Alors que le genre s'était éteint à la fin des années 80, Harry Potter et Frodon lui ont redonné vie. Tout ce qui pouvait être adapté y est passé. Ça allait des romans young adult comme Eragon, des sagas pour enfants comme les Chroniques de Spiderwick, ou encore des œuvres rattachées au forceps au genre comme Le Secret de Terabithia. La dernière licorne s'est trouvée dans la liste des projets en pré-production à cette époque. Plusieurs concept art qui avaient vraiment de la gueule étaient d'ailleurs parus, et on parlait d'un casting qui reprendrait certains acteurs de l'original. Christopher Lee et Angela Lansbury auraient repris leur propre rôle, alors que Mia Farrow, qui était devenue trop âgée, serait passée de Lady Amalthea à Molly Grue. Ray Siffan était pour sa part envisagé pour jouer Smeldrick. Malheureusement, le projet a vraiment traîné à se mettre en place. Les thématiques du dessin animé et du livre étaient en effet difficiles à marketer. Il est très difficile de vendre un film dont le sujet est finalement assez enfantin, mais dont les thématiques sont très adultes. Les échecs successifs d'Eragon, Stardust et surtout à la croisée des mondes ont fini par enterrer définitivement le projet. Ce n'est probablement pas un mal en soi. Le dessin animé est tellement parfait au niveau de son ton, de son imagerie et surtout de ses thématiques qu'un remake serait forcément décevant. De plus, j'ai beau réfléchir, mais je ne vois pas comment une licorne en live aurait pu représenter de telles palettes d'émotions sans être moche ou ridicule. J'ai aimé la dernière licorne. Et même si cet amour ne reprendra plus jamais forme sur un écran de cinéma, je préfère avoir aimé et perdu ce que j'ai aimé que de n'avoir jamais connu l'amour. Sur ces belles paroles, je vais conclure la vidéo en vous invitant comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, à la commenter, la liker, la partager ou mieux encore vous abonner à la chaîne. Je vais encore vous souhaiter une nouvelle fois une très belle année 2019, plein de belles découvertes cinématographiques. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma. Voilà, comme vous l'aviez remarqué, généralement je termine chaque vidéo par un petit top 3 sur une thématique proche du film que je viens de traiter. Donc j'aurais pu vous faire un top 3 des plus belles licornes au cinéma, mais vu que l'année 2019 vient de se terminer, j'avais envie de vous faire un petit top 10 de mes meilleurs films cinéma 2019.